Bienvenue à tous pour la 13e réunion du Conseil pour la justice environnementale. Désolé pour le délai. Je vais prendre quelques secondes afin que les participants nous rejoignent et pour que nous puissions donner quelques instructions sur les langues. Bienvenue à tout le monde. Je donne quelques secondes à tout le monde pour s'installer alors que les gens arrivent à la session. Bienvenue à tous. Bienvenue à la 13e réunion du Conseil pour la justice environnementale. Je m'appelle Maria Belen et je suis sous-secrétaire à la justice environnementale au Bureau exécutif de l'énergie et des affaires environnementales de l'État du Massachusetts. Avant d'entamer la réunion, je vais passer en revue quelques points techniques sur Zoom. Et donc, je vais laisser la parole à notre formidable équipe ainsi qu'à Casey John. Bonjour à tous, j'ai quelques détails logistiques. Tout d'abord, nous offrons 10 langues ainsi que ASL. Donc, les personnes qui parlent anglais sont priées de sélectionner le canal anglais afin de pouvoir entendre les commentaires traduits et le sous-titrage sera généré automatiquement. Si vous voulez faire des commentaires verbaux aujourd'hui, s'il vous plaît, parlez doucement afin que les interprètes puissent suivre. Si vous êtes sourd ou malentendant, s'il vous plaît, levez la main ou bien inscrivez un commentaire dans votre chat box et ça nous permettra de lire vos commentaires. Il est possible de rejoindre l'audio par téléphone. Afin de pouvoir rejoindre l'audio, vous pouvez appuyer là. Suivez les instructions. S'il vous plaît, utilisez toutes les questions dans la chatbox ou bien vous pouvez lever la main. Utilisez la chatbox afin, si vous avez des problèmes techniques, ou bien vous pouvez nous envoyer un email à irg.com. Nous aurons également des sous-titres qui seront générés automatiquement et vous pouvez également appuyer sur l'icône CC sur votre écran. Et enfin, pour rappeler que ce meeting est en train d'être enregistré. Nous référerons à il y aura des diapositives qui seront apportées dans le chat. L'audience n'a pas accès au chat. Et voici Maria Belen. Nous voici à l'agenda. Donc nous allons faire l'appel. Et ensuite, nous ferons l'appel de notre dernier meeting. Et nous aurons également une période de commentaires à la fin. Et une période où vous pourrez poser des questions. Et nous aurons également une discussion. Et le conseil a entendu une présentation auparavant. Et il s'agit juste d'une réponse. Et ensuite, nous aurons EJC qui fera des mises à jour. Et il y aura également une deuxième portion de commentaires pour le public. Et ensuite, nous passerons à l'étage suivant, à l'épisode suivant, et ajourner la session. Donc, soyez prêts, parce que nous allons appeler tous les membres du CEG. Dalila Barnett.
Madeleine Fraser-Cook, Melissa Ferretti, Cheryl Holly. Jen Selinetti, Sophia Owen n'est pas là, Patricia Spence. Merci de nous rejoindre. Nous nous voyons tous les 2 mois, mais il s'agit d'un meeting très spécial afin de réduire. Donc merci d'être avec vous. Donc maintenant, nous allons passer. Ah non, nous passons à l'approbation du procès-verbal. Donc je voudrais une motion pour approuver le procès-verbal qui s'est produit le 11 janvier 2024. Si quelqu'un pouvait faire une motion. La motion est approuvée. J'ai besoin d'une deuxième motion et il y a une deuxième motion. Y a-t-il une discussion? Tous ceux qui sont en faveur, dites aye, ou bien levez la main, ou bien physiquement, votre main, ou bien votre main virtuelle. Donc, Marcos Luna s'abstient car il n'était pas là. En fait, Pat Spence, Peter. Miles, êtes-vous avec nous? Non. Justin Lindetti s'abstient. Mark Spence s'abstient. La main de Cheryl est levée également. Et je pense que c'est tout. Et le reste des autres participants sont les interprètes. Namrita lève la main. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose? Et je pense que les 2 abstentions étaient Marcos ainsi que Miles. Est-ce que c'est correct? Très bien. Donc la motion est approuvée, les minutes sont approuvées. Maintenant, nous avons des questions de la part du public. Donc vous pouvez maintenant lever la main dans notre meeting virtuel et vous aurez chacun, et Kessel de ERG vous donnera la possibilité de parler. Si vous aimeriez faire un commentaire verbal, vous pouvez également faire cela verbalement et également dans le chat, dans différentes langues que nous vous proposons aujourd'hui. Une fois que vous êtes en capacité de parler, allez-y et nous pourrons traduire vos voix, vos langues en anglais, vos commentaires en anglais. Et nous vous rappelons de cliquer sur English. Et c'est le moment de rappeler aux personnes qui n'utilisent pas d'interprète de sélectionner la salle anglaise et vous pourrez ainsi entendre les commentaires traduits. Donc, veuillez limiter vos commentaires. Les membres du public sont invités à vous limiter à 2 minutes afin de laisser le temps aux autres de s'exprimer. Si vous préférez écrire vos commentaires, veuillez les taper dans la boîte de questions et réponses et Kessil les lira à haute voix. Et vous pouvez intervenir en utilisant la fonction Q&R ou bien en levant la main. Et nous demandons aux membres du conseil de ne pas utiliser le chat.
Nous vous demandons également de garder vos réponses brèves, particulièrement si nous sommes dans une session de réponses aux commentaires. Donc, Castle, je vous laisse la main. Si vous pouviez m'aider à faciliter les questions, s'il vous plaît. Nous avons une personne avec la main levée. Catherine, vous devriez pouvoir parler. J'aimerais dire que j'étais à la dernière réunion, j'ai amené certains de mes voisins. C'est un très bon meeting. Donc, si vous avez un meeting, est-ce qu'il est possible d'inviter les membres de la ville afin que les habitants de la ville en question puissent être mis au courant? Donc, écoutons tous les commentaires, toutes les questions avant que je puisse répondre. Merci beaucoup. Merci. Cassol, y a-t-il quelqu'un d'autre? Non, il n'y a pas de questions dans la communauté. Donc, pour répondre à votre question, Madame Rodriguez, ce que nous faisons et ce que nous faisons ça pour les autres meetings également, nous contactons les municipalités ainsi que les représentants de l'État. Je ne sais pas si vous faites partie de ces l'un ou l'autre. Michelle Leroy était là et elle a donné quelques commentaires auparavant. Donc, les municipalités sont invitées et sont absolument au courant des meetings. Et c'était même une option pour eux de les recevoir dans leur hôtel de ville, mais ça ne s'est pas produit. Mais ils sont toujours mis au courant du fait que du meeting soit tenu. Et si vous voulez enregistrer vos questions à l'avenir, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez également meetings@erg.com pour les questions techniques si vous voulez envoyer un courriel. Il y a également un lien que Kessel va mettre dans la section Q&R, questions-réponses dans le chat. Donc, si vous avez une question par écrit, nous vous invitons à les déposer afin que nous puissions y répondre. Merci beaucoup. Donc maintenant, je vais inviter mes collègues à l'Office du gouverneur, à l'Office du climat, et nous sommes rejoints par Jonathan Schrag. Jonathan, je pensais que votre titre est assistant député au climat, et donc je vous passe la main. Je pense que Chief Hofer n'est pas là. C'est correct, elle n'est pas là et elle vous présente ses excuses. Et donc, nous allons pouvoir commencer la présentation des diapositives. Donc, Diana va faire la plupart des choses. Donc, ce que j'aimerais remercier tout le monde. Merci d'être avec nous. Nous avons une date limite de la part du département de l'environnement. Et avant que Diane plonge dans les détails, j'aimerais juste montrer en exergue nos histoires de justice environnementale. Et c'est vrai qu'avec, en ce qui concerne donc nous parlons des communautés qui sont avec faible revenu. Et donc, en remontant l'histoire, nous avons eu deux meetings, le 1er et le 2 février, qui étaient relativement formels, qui étaient traduits dans énormément de langues. Il y avait plus de 100 participants avec 600 invitations envoyées. Nous nous sommes retrouvés 4 fois depuis le mois d'octobre avec un groupe d'investissement avec Secretary Power qui a réuni entre 30 et 40 organisations de justice environnementale. Et nous avons parlé de projets à différents points de développement et nous avons également eu des appels avec 25 villes et nous avons pu, au niveau du maire ainsi que des hauts placés, nous avons pu discuter de ces sujets et particulièrement dans des régions qui étaient particulièrement menacées à travers l'État et particulièrement la région des Berkshires, de la commission de planification des Berkshires. Et nous avons également tenu
des syndicats, que ce soit au niveau de Boston et ainsi que l'Office de Massachusetts, ainsi que les grandes unions. Et nous avons également eu des meetings individuels avec des personnalités qui ont pu traiter des cas particulièrement intéressants pour eux, et ainsi que Groundwork Lawrence, Boston Green New Deal. Et donc, nous avons pu couvrir énormément de sujets autour des questions d'environnement. Et je peux dire que d'une manière très large, que ce travail a été absolument transformatif, et notre travail et notre investissement, notre approche au climat a vraiment centré notre focus sur les avantages pour l'environnement et particulièrement les communautés défavorisées. Vous entendrez parler de ça de manière un peu plus claire, mais je pense que c'est un changement très puissant qui est en place avec énormément de travail qui a été fait au niveau gouvernemental, au niveau de l'État. Et j'aimerais maintenant donner la main à Diana Jay, qui va vous parler plus précisément du nouveau plan d'action qui va être présenté le 1er mars. Diana. Merci Jonathan. Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je rejoins ces rendez-vous. Je suis ravi d'être ici. D'abord, j'aimerais juste donner un état par rapport à cette subvention en particulier. Je sais que nombre d'entre vous ont déjà entendu ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que cette subvention est une phase en 3 phases. Nous sommes dans la première phase qui est administrée par le département de l'énergie et de l'environnement, pardon. Et en fait, la première phase est pour identifier les mesures absolument nécessaires afin de couper les choses à l'effet de serre. Et on nous demande au niveau de l'État d'instaurer un plan qu'on appelle le PCAP, et qui est dû le 1er mars. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, nous avancerons afin d'implémenter des nouvelles priorités qui vont suivre. Et à la fin du mois d'avril, nous serons capables de passer à la 3e phase, qui est une phase très exhaustive et vraiment complète, où nous mettons vraiment en œuvre les initiatives qui ont été démarrées lors des 2 premières phases. Et il faut dire que nous sommes en plein sprint en ce moment avec cette date limite du 1er mars, mais nous sommes vraiment ravis de partager tout cela avec vous. Et donc, j'aimerais vraiment couvrir aujourd'hui ce qui est au niveau du brouillon, dans notre rapport, et partager avec vous nos idées et nos rapports que nous proposerons très bientôt. Donc, ce que j'aimerais vous montrer, c'est que nous sommes vraiment guidés par 3 buts. D'abord, c'est de maximiser les réductions de gaz à effet de serre, et également qu'avec ces initiatives, nous allons pouvoir poursuivre des mesures qui vont pouvoir réduire la pollution. Et c'est ce qui va nous permettre, particulièrement dans des zones particulièrement les zones avec faible revenu. Et finalement, le 3e but, ce sont des politiques innovantes et reproductibles afin de pouvoir passer une échelle. Donc voilà la prochaine diapositive. Donc je vais vous parler de 9 mesures et afin de pouvoir, nous focalisions sur les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre dans notre État. Donc, nous pouvons voir en premier au niveau du transport. Et vous pouvez voir que c'est la part du lion en ce qui concerne la pollution qui est générée. Ensuite, nous allons amener tous les autres aspects qui contribuent également à cette pollution. Donc, d'abord, au niveau du transport, vous pouvez voir avec la diapositive. Donc, notre première priorité dans le département du secteur, c'est d'adopter
zéro ou très basses émissions pour des véhicules qui sont de moyenne ou bien de grosses. Donc on parle de camionnettes, de bus, des véhicules de grande taille, et donc de les encourager à devenir électriques, passer à l'électricité. La deuxième mesure dans le plan, c'est d'obtenir zéro ou très peu d'émissions pour des véhicules légers, c'est-à-dire des voitures particulières, si qu'aujourd'hui représentent vraiment la majorité des émissions dans notre État. Et donc, nous aimerions pouvoir changer l'infrastructure, développer l'infrastructure afin d'atteindre zéro émission. Ensuite, la troisième action prioritaire est de s'occuper de promouvoir les alternatives à la voiture et au développement, au transport tout de suite. Donc, c'est-à-dire que, en ce qui concerne, nous voulons, par exemple, augmenter les vélos, les bicyclettes et également l'électrification d'un réseau de rails. Donc, nous pouvons parler du rail régional, un transit rapide et particulièrement un transport qui parle est à ouest de l'État. Ensuite, avec la diapositive suivante, nous passons au niveau de l'efficacité de la construction des nouvelles constructions afin de limiter les gaspillages, surtout au niveau du rafraîchissement, du chauffage. Donc, par exemple, nous parlons des immeubles commerciaux et dans ces immeubles, nous allons améliorer les résidences existantes avec plus d'insolation et c'est également une mesure qui nous permet de vraiment concerner le public parce que c'est pour accompagner la manière avec laquelle nous réfléchissons. Nous voulons, par exemple, concerner le public à travers la modification et l'amélioration des écoles et engager la communauté pour utiliser les écoles comme des endroits où l'on puisse se retrouver et vraiment continuer à ce que la population soit au courant des efforts que nous faisons pour sensibiliser la population. Et la deuxième mesure est de décarboniser les systèmes de chauffage. Et donc, nous parlons de privilégier les ressources géothermales ainsi que l'adoption des pompes qui seraient bon marché afin de remplacer les pompes à gaz et ainsi d'investir dans la main-d'œuvre pour développer l'installation et d'augmenter, encore une fois, d'augmenter aussi les mesures géothermales, c'est-à-dire d'augmenter l'implémentation verticale et horizontale des résidences. Et enfin, la troisième mesure ici est d'augmenter l'énergie renouvelable, c'est-à-dire de promouvoir l'énergie solaire ainsi que l'énergie éolienne afin de continuer à ajouter à ce qui existe aujourd'hui au niveau commercial, résidentiel et avec les immeubles industriels. Ensuite, donc la troisième, donc nous avons deux mesures prioritaires. Donc nous allons poser pour voir s'il y a des questions de la part de la communauté ou bien le conseil. Donc, est-ce que l'on continue ou est-ce que vous avez déjà des questions à ce sujet? D'accord, nous pouvons continuer. Merci Diana. Nous sommes ravis de discuter et donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'interrompre et parce que je suis ravi de discuter avec John au niveau des applications. Donc, je continue. Donc, au niveau du secteur de l'énergie, nous avons deux mesures. La première, c'est de renouveler les mesures d'énergie et l'infrastructure d'énergie renouvelable, comme par exemple au niveau comme par exemple dans le golfe du Maine, nous parlons du développement éolien offshore, ce qui
qui nous permet d'augmenter l'infrastructure et également au niveau solaire. Nous développons notre infrastructure solaire. Ensuite, la deuxième mesure est de maximiser l'utilisation de l'énergie propre, ce qui veut dire que nous allons continuer à augmenter l'utilisation de l'énergie que nous avons déjà. Et dans ce domaine, nous avons deux domaines prioritaires. En premier, nous avons un microgrid, c'est-à-dire avec des toutes petites installations, et c'est-à-dire de demander aux leaders municipaux de se joindre à nous, comme par exemple les domaines gouvernementaux, les infrastructures comme les hôpitaux, et deuxièmement, nous nous concentrons également pour à retrouver où sont, afin de pouvoir réduire les inefficiences, les endroits où on peut vraiment s'améliorer. Et ensuite, avec la troisième diapositive, nous avons une nouvelle mesure qui nous permet de nous débarrasser du carbone au niveau. Donc ce sont, par exemple, c'est-à-dire d'augmenter le nombre d'arbres et d'augmenter les espaces verts dans les zones urbaines et rurales et également suburbaines. Nous pensons par exemple à augmenter les plantations de nouveaux arbres. Donc ici, vous pouvez voir, pour vous donner un peu plus de contexte dans ce que je viens juste de dire et également ce que Jonathan a présenté au début. Donc, pour vous donner un exemple, c'est que nous avons, par exemple, vous pouvez voir en vert sur la carte les zones qui ont besoin de plus d'aide. Et donc, ces subventions vont pouvoir se concentrer très principalement, c'est un terme fédéral, ce sont des zones qui, on va identifier des zones où il y a un stress particulier sur les structures existantes, notamment à cause des effets du changement climatique. Donc, il s'agit d'améliorer les ressources en eau. Et c'est vraiment le but de ce programme, d'arriver à définir et d'élargir les zones vertes afin qu'elles puissent bénéficier des fonds qui sont mis à notre disposition. Donc, même si ces communautés, en premier, nous concentrons l'essentiel de nos analyses à ces communautés, il est important de noter que nous continuons à élargir les zones. Donc, par exemple, nous développons des cartes suffisantes. Nous n'avions pas forcément ces cartes prêtes pour notre présentation aujourd'hui, mais nous allons, par exemple, penser à proposer vraiment une augmentation du réseau ferroviaire entre ces métropoles afin de, au maximum, encourager les gens à adopter l'énergie propre. Donc, si vous passez à la diapositive suivante, Jonathan, je vais vous passer la main et nous allons passer aux subventions. Alors, nous allons faire une petite pause et demander si quelqu'un a des questions de la part du conseil. Bon. Donc, nous avons effectivement quelques questions. C'est Caroline Hunt. J'ai une question sur ce dont vous avez parlé au niveau des immeubles, et particulièrement les protections, les améliorations de protection géothermale. Et je dois dire que c'est fantastique d'avoir mis en place une technologie qui est beaucoup plus efficace. Et vous avez mentionné qu'il y avait un procurement et qui allait être déployé. Et donc, il y a vraiment, au niveau des flux tendus, au niveau de la chaîne est-ce qu'il est également le cas afin, en tenant compte des ressources limitées et également du personnel, de la main-d'œuvre limitée, comment vous allez vraiment pouvoir mettre tout cela en place? Je pense que votre question est une très bonne question. Et je pense qu'au niveau géothermique, c'est encore plus de main-d'œuvre qui est requis versus les chaînes de distribution. Et toutes ces mesures doivent être vues un peu comme un menu à la carte. La manière dont cette subvention opère, c'est que l'État a une obligation
de développer un menu d'obligations et ces mesures proposées par l'État et donc afin que toutes les municipalités puissent ensemble choisir ce qui est le plus judicieux pour elles. Donc, l'État ne pense pas anticiper des soumissions au niveau géothermal, mais nous encourageons les municipalités qui le souhaitent à se concentrer et à faire valoir leurs intérêts et leurs besoins au niveau de l'État. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous que nous sommes absolument nous sommes en contact avec Zeynep et l'équipe de Audrey et nous observons avec énormément d'attention les objectifs et c'est pour la raison pour laquelle nous avons implémenté ces objectifs afin qu'ils soient plus adaptés aux ressources existantes. Donc j'avais ma maison, c'est Patricia Spence, j'ai ma main levée. S'il vous plaît, n'hésitez pas à nous interrompre si vous avez des questions. Donc, je ne sais pas exactement l'état, ce qui se passe à Springfield et Worcester au niveau de l'offre, mais je me rends compte qu'au niveau des habitations, nous allons vraiment au niveau de Springfield. Donc, si vous parlez d'une maison à 3 niveaux avec un toit en goudron, je ne sais pas exactement, je ne suis pas au fait de la technologie au niveau des implémentations possibles au niveau du solaire. Donc, Jonathan répond que effectivement, je pense que le projet économique particulier fait que ce sera probablement plus adapté au, au, au warehouse. Et donc, pour certaines municipalités, au niveau industriel, seront plus à même de, elles en auront plus pour leur argent. Donc, par exemple, des régions comme Dorchester, vraiment les applications industrielles sont particulièrement prégnantes au niveau des entrepôts. Donc, ma question pour vous, c'est, y a-t-il d'autres besoins que nous n'avons pas encore perçus? Et y a-t-il des fonds en particulier au niveau des panneaux solaires? Et c'est vrai qu'au niveau résidentiel, nous pouvons nous concentrer sur les habitations dans des quartiers à bas revenus et nous avons fait une demande de 250 millions de dollars principalement pour les habitations à loyer modéré. Et donc, c'est vrai que quand l'État évaluait les options, la raison pour laquelle nous n'avons pas prioritisé ça, c'est parce que nous savions que nous aurions également la possibilité de faire une autre demande. Donc, d'accord, je comprends pourquoi vous avez dit ça. Ma deuxième question, qui est un peu plus vague, y a-t-il un besoin dans ce que vous venez de présenter? Y a-t-il un besoin pour la sécurité de l'infrastructure, particulièrement la cybersécurité, pour ces projets? Est-ce que ça s'applique à ce genre de choses? Non, vous avez absolument raison. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet tellement actuel qu'en termes de sécurité, je pense que la réponse est oui. Donc la sécurité physique et même au niveau pratique, au niveau de la modernisation du réseau électrique, c'est vrai que le sous-secrétaire Powers a une équipe énorme qui travaille avec elle et qui sont focalisés là-dessus. Quand nous avons parlé avec elle de manière rapprochée, il y a tellement de ces choses qui parlent d'électrification. Et c'est vrai que la mise à jour du réseau électrique est extrêmement importante. Ils sont également vraiment à la responsabilité des fournisseurs d'électricité. Et je pense qu'il y avait une hésitation à aller à la recherche des fonds fédéraux et de vraiment mettre en place, pas au niveau étatique, mais au niveau fédéral, un programme de dépenses et de demander aux ingénieurs, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la mise à jour des réseaux électriques
Je vous rappelle qu'elle est gérée directement par ces entreprises et non pas par les instances fédérales ou étatiques. Et c'est donc au niveau de la recherche de fonds qu'il y a une hésitation de la part de ces compagnies. Je vous remercie mille fois de votre question très judicieuse. Donc, j'aimerais parler de ce que nous ne commandons pas du menu et donc parlons de ce qui nous sommes. Donc, je pense qu'il y avait une autre question de la part de Lydie, de la part de Lydia. Donc ça, c'est une question assez basique que j'ai. Est-ce que il est possible, il y a, au niveau étatique, qui est également très particulier au niveau de leur focus, et c'est vrai que nous espérons que ces fonds arrivent à l'État avec la possibilité de le dépenser d'une manière totalement large et que nous espérons que les villes pourront faire ça un petit peu à la carte. Laissez-moi clarifier ce point. Donc, nous avons soumis ce plan au niveau du 1er mars et le 1er avril, l'État ainsi que les villes et les municipalités ont mis en place une date limite afin de soumettre ces plans et de recevoir ces fonds. Donc, ça va arriver en 5 étapes. Ça peut aller de plans qui va être de 2 à 500 millions de dollars. Et en vous rappelant que l'argent, la somme totale qui va être disponible va être de 4 milliards. Et il faut faire attention que les initiatives ne se cannibalisent pas et ne soient pas en compétition les unes avec les autres. Donc, il se trouve que au niveau de la tranche de 500 millions de dollars, si par exemple la ville de Boston décidait qu'il s'il voulait également s'inscrire dans cette tranche, nous serions en compétition directe, une compétition frontale avec eux. Au bout du compte, ce n'est pas grave parce que l'argent va quand même arriver au Massachusetts, mais c'est vrai que nous avons travaillé main dans la main avec les différentes agences étatiques et nous avons vraiment une bonne idée de comment nous allons coordonner pour répandre l'argent et distribuer de manière équitable l'argent afin que chaque strate, que ce soit des montants relativement bas ou bien des montants jusqu'à 500 millions de dollars, puisse vraiment être distribué de manière équitable. Donc, les soumissions au niveau de l'État vont arriver au niveau de l'État, au niveau des municipalités, au niveau des villes. Mais les villes peuvent également soumettre leurs postulats par elles-mêmes. Et c'est vrai que nous ne pourrons pas nous assurer que l'argent arrive directement dans des villes au niveau direct. Pardon, Jonathan, si je comprends, est-ce que ça veut dire que l'État, donc au niveau, voilà, c'est-à-dire que les villes pourront également soumettre leurs propositions directement, sans passer nécessairement au niveau de l'État. Donc c'est uniquement, je dois juste préciser que au niveau des soumissions, au niveau des villes, est-ce qu'il faut également réfléchir à ce que les fonds soient partagés avec des communautés, des organisations communautaires. Et c'est vrai que pour le CPRG, le focus est au niveau de la ville, au niveau des comtés et également au niveau de l'État. Il n'y a pas, il y a une compétition, il y a un plan, un programme également pour les tribus indiennes, mais ce n'est pas vraiment mis en place pour les organisations communautaires. Cependant, c'est une bonne question parce que pour notre prochain meeting, nous pourrons inviter d'autres branches qui ont récemment annoncé leur intérêt et il y a pas mal de fonds qui seront disponibles pour pas mal de partenariats. Est-ce que c'est vrai, Jonathan? Donc oui, tout à fait, c'est vrai. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a également des prix qui ont été décernés et je dois vous dire que nous regardons particulièrement la première région, la région 1. Et comme vous le savez, cette région, la région 1,
cause pas mal de confusion au niveau de l'université du Connecticut parce que en 1923, il y avait une organisation qui a gagné plus de 50 millions de dollars et donc la région 1, qui est la Nouvelle-Angleterre, a dû postuler une nouvelle fois. Et il y a plusieurs organisations qui avaient postulé et nous avons poussé pour que la région 1 puisse également bénéficier de ces fonds et de ce support, mais on nous a répondu que ça sera fait au premier trimestre 2024. Donc, il y a les ressources de santé à hauteur de 50 millions de dollars. Il y a également TikTok qui va venir, ainsi que au niveau des changements de communauté. Nous avons énormément de nouvelles strates qui arrivent. Rappelez-moi, s'il vous plaît, le nom de ces subventions. Donc, ça s'appelle Driving Communities, c'est-à-dire nous pousser les communautés vers l'avant. Merci, j'ai encore une question. Est-ce que ces subventions sont remboursables? Je ne sais pas, je n'en suis pas sûr. Peut-être que vous utilisez un terme particulier quand vous utilisez ce terme. Est-ce que les municipalités, est-ce qu'on s'attend à ce que ces municipalités, en fait, avancent l'argent avant d'être remboursées plus tard? Non. Ma compréhension, c'est que l'argent arrive directement pour être dépensé. Donc, il n'y a pas de demande ou des responsabilités de la part des municipalités d'avancer l'argent à l'avance. Qu'est-ce que Tic-Tac? Assistance technique. Donc, le terme Tic-Tac, ça s'écrit TCTAC. Et je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente au niveau des mots exacts qui constituent, mais c'est une assistance technique, un centre d'assitude, un centre d'assistance technique, parce que les États-Unis ont divisé 11 régions et chaque région a reçu 15 millions afin au niveau universitaire, des entités universitaires, afin d'aider et de supporter, de soutenir, accéder à ces responsabilités-là, et afin de pouvoir rester compétitif avec les autres programmes. Merci pour cette question. Ensuite, toutes les autres régions qui sont donc rentrées en contact avec ce programme au niveau en avril, l'Université du Connecticut avait gagné, et ensuite il y a un responsable qui a changé d'université, et ensuite la région 1 a préféré donner l'argent au lieu de le donner, parce qu'il y a un membre clé qui est parti, et donc l'Université de Connecticut n'a pas gagné cette subvention, et au lieu de le donner au deuxième sur la liste, ils ont décidé de remettre les cartes sur table afin que d'autres universités puissent postuler également pour ces fonds. Donc il y a vraiment deux communautés, donc c'est des communautés privées, donc ils nous permettent, donc il y a 50 millions de dollars qui sont à disposition pour un programme particulier qui a été soumis en partenariat avec des alternatives pour l'environnement et la communauté. Et ensuite, il y a effectivement TicTac qui a été choisi pour la région 1, mais cet argent a dû être remis sur la table et le gagnant n'a pas encore été annoncé. Donc, nous ne savons pas aujourd'hui qui est le lauréat pour donc cet argent d'assistance technique. Donc, nous parlons des subventions au niveau de l'assistance technique d'implémentation de ces mesures. Donc, tout ça, mis tout ensemble, tout à bout, il a vraiment énormément d'actions et ce sera absolument fascinant de voir comment ces fonds fédéraux seront alloués à l'avenir. Y a-t-il d'autres questions par hasard? Ou bien, est-ce qu'on peut parler des mesures d'implémentation?
Donc, il y a trois subventions que nous voudrions, pour lesquelles nous aimerions postuler. D'abord, la procuration de pompes à chaleur en coalition avec les États de Nouvelle-Angleterre. Donc, nous parlons de l'électrification et vraiment le développement d'infrastructures et donc le développement des procurements de pompes à chaleur. Et nous aimerions entendre vraiment de votre avis, afin de savoir ce que vous en pensez et comment pensez-vous que ces programmes devraient être dessinés pour que les communautés désavantagées, les communautés plus pauvres puissent vraiment en bénéficier au maximum. Ensuite, nous avons des incentives afin que les flottes soient électrifiées au niveau des véhicules de classe 5 à 8, c'est-à-dire des camionnettes jusqu'aux camions, gros camions. Donc nous aimerions pouvoir donner, ce que nous vous chargeons de faire, c'est afin que les communautés qui sont particulièrement près des ports, ainsi que des centres de distribution de cargo qui voient le plus de trafic, puissent bénéficier. Donc l'idée, c'est de se focaliser sur des petites et moyennes entreprises entre 10 et 50 véhicules afin de constituer des petites flottes de 2 à 5 véhicules afin de convaincre les opérateurs d'électrifier leur flotte de véhicules. Ensuite, au niveau des pompes à chaleur, donc c'est une coalition au niveau des États de la Nouvelle-Angleterre qui est donc managée par les Northeast Energy Efficiency Partners. Et donc, c'est pour que d'une manière très simple, il soit facile d'installer des pompes à chaleur électriques. L'idée, c'est de créer un seul prestataire pour que nous puissions simplifier les démarches pour rendre les remboursements étatiques. Ensuite, nous aimerions continuer à développer notre force de frappe pour qu'au niveau de la communauté, nous puissions identifier des besoins au niveau de certains groupes de travail. Et en ce qui concerne l'éolien, il y a une application, il y a une coalition entre l'État de Massachusetts et celui du Maine, orientée à développer l'infrastructure des ports autour de Salem, ainsi que Searsport dans le Maine, parce que ces deux ports offrent des opportunités stratégiques énormes en ce qui concerne l'éolien, et c'est vraiment beaucoup plus profond que les autres opportunités pour vraiment qu'il y ait des turbines avant. Et finalement, ce projet va vraiment se focaliser pour développer l'infrastructure de port à Salem et à Searsport afin de développer la main-d'œuvre et créer de nouveaux emplois au port et également en offshore. Maintenant, que ce soit l'optique pompe à chaleur ou bien le développement de l'éolien, nous travaillons main dans la main avec l'État de Maine et avec l'État du Maine et avec également 5 autres États au niveau de la pompe à chaleur. Mais nous ne sommes pas les seuls postulants. Au niveau du postulat des petits véhicules et des véhicules moyens, nous sommes seuls dans la place. Nous sommes vraiment enthousiastes de vous écouter. Et l'une des questions que nous avons en ce qui concerne les initiatives pour les véhicules légers, c'est comment pouvons-nous nous assurer que dans la gamme de 100 millions de dollars, nous pourrions de manière intelligente électrifier des flottes pour vraiment avoir un impact maximum sur les communautés. Comment nous assurons-nous que les véhicules que nous choisissons sont les bons et que ce sont les véhicules qui sont adaptés aux nos communautés? Donc ce sont vraiment les questions que se posent nos équipes et nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée d'écouter vos suggestions et je vous remercie à l'avance. Les questions sont ouvertes de nouveau. Donc, je voudrais vous poser des questions et inviter tout le monde à participer.
Non, visiblement, il n'y a pas de questions. Je n'entends pas de questions. N'hésitez pas. Je ne vois pas de main levée. Caroline. Ah, merci Jonathan. Je pensais juste à votre question en ce qui concerne s'assurer que les flottes soient les bonnes avec les véhicules qu'il faut au niveau de l'électrification pour qu'on constitue vraiment les bonnes flottes. Et j'aimerais m'assurer que nous puissions envisager au niveau de la taille des entreprises pour vraiment allouer les fonds de la manière la plus judicieuse. Et donc, afin qu'elles puissent participer pleinement, il serait intéressant de regarder les données que nous avons pu rassembler pour se faire une meilleure idée. Ça va nous aider pouvoir prendre les bonnes décisions, encore une fois, en termes des types de véhicules choisis. Est-ce que ce sont des véhicules légers et quelles sont les entreprises et la taille des entreprises qui va pouvoir bénéficier pour que les entreprises puissent prendre de bonnes décisions qui est basée sur les données. Et donc, au niveau de la communauté, au niveau de la justice communautaire, nous puissions prendre les bonnes décisions. Vraiment que ce soit, et c'est exactement le type de données que nous travaillons avec notre département de transport et d'autres partenaires pour comprendre ce que nous avons. Et s'il est très tentant de se focaliser sur des flottes qui sont vraiment localisées dans des quartiers très particuliers, mais celles-ci, parfois, qui passent beaucoup de temps à l'extérieur des quartiers où elles sont basées. Donc, c'est là où il est important de voir où les véhicules travaillent et où les compagnies sont basées. Effectivement, c'est un sujet intéressant. Je vois que Miss Spence a une question. Donc, la question devient, et comment est-ce que j'accède aux bonnes personnes? Est-ce que c'est ça votre question? Donc ça, c'est une question que j'ai, une question personnelle. J'aimerais vraiment voir la liste que vous avez. Il y a tellement d'organisations, particulièrement à Boston, euh, principalement des entreprises qui sont possédées par des personnes de couleur, et il est important de privilégier des entrepreneurs dans la catégorie que vous regardez. Ça pourrait être des flottes de 20 à 30 véhicules par entreprise, mais là où moi je commencerai, c'est de me poser la question de savoir quelles sont les agences avec lesquelles vous travaillez pour développer vraiment les bonnes stratégies et voir comment nous pouvons ajouter à ce que vous avez. Et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui travaillent sur ce sujet, il y a énormément d'options, et c'est vrai qu'il y a d'autres types d'entrepreneurs qui pourraient en bénéficier. J'adore votre suggestion. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le programme qui est dessiné autour des subventions devrait être supporté par nos communautés, que ce soit les jeunes, les communautés de couleur, ou bien certains syndicats, différents corps de métier. Et gros, il y a énormément d'organisations. Je sais que c'est une magnitude est importante et que nous ne pouvons pas demander à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de partenaires qui pourraient être intéressés et dont le point de vue serait absolument crucial pour nous aider, une fois de plus, à prendre les bonnes décisions. Mais j'adore le fait, je suis particulièrement ravi que la question soit au moins abordée. C'est mieux qu'elle soit abordée plutôt qu'elle ne le soit pas. Et je pense qu'il est important de concerner les bonnes personnes. Et encore une fois, si vous prenez les gens, si nous prenons des flottes de 30 à 40, nous, par exemple, nous avons des stations de chargement. Donc, est-ce que c'est au niveau de l'organisation que l'électrification, que les bornes d'électrification seront concernées? Donc, il y a plusieurs options, effectivement, donc de 2 à 5 véhicules qui auront des flottes de 20, 30 à 40 véhicules. Et la théorie du changement est que
que si ces entrepreneurs, pendant 2 ou 3 ans, se rendent compte et soient impressionnés par les résultats, eh bien, le véhicule suivant qu'ils achèteront sera électrique encore et avec leurs propres deniers. Et la raison pour laquelle les gens ne choisissent pas l'électricité, les véhicules électriques, c'est parce qu'ils ont la perception que c'est compliqué, qu'ils n'ont pas de support technique, qu'il faut acheter des bornes, bref, que la complexité les décourage. Alors que si on les aide, eh bien, il y aura un enthousiasme par rapport à l'électrification de ces gammes-là. L'autre chose que j'aimerais souligner par rapport à votre premier commentaire, c'est que derrière, et je suis sûr que le sous-secrétaire Powell sera d'accord avec moi, c'est que nous avons des gourous de transport qui travaillent sur ces subventions et qu'il sera nécessaire que ces groupes en particulier, il faudra qu'ils coordonnent avec les communautés pour que tout le monde puisse obtenir le meilleur résultat. Donc Peter a la main levée. Merci Jonathan. Je voudrais adresser Peter Monteo à propos d'un commentaire particulièrement au niveau du déploiement de ces flottes et au niveau du département du transport. Et est-ce que vous prenez en compte, par exemple, les métriques comme le trafic, les congestions du trafic, et également pour trianguler, si vous voulez, avec les données qui nous viennent au niveau du changement climatique, est-ce qu'il est possible de regarder les différents acteurs pour trianguler vraiment les résultats les plus précis possibles? Diana, est-ce que vous aimeriez également parler des nouveaux programmes que nous avons à présenter, le travail qu'ils font? Allez-y, Diana, s'il vous plaît. Effectivement, le commentaire de Spencer était particulièrement judicieux. C'est vrai que comment nous pouvons arriver à cibler nos réseaux pour qu'au niveau, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes seulement à l'étape de la planification, mais CGS nous montre que donc au niveau de la justice climatique, c'est donc on se base sur des données fédérales et particulièrement sur le transport, les bases de données peuvent nous exposer aux particules diesel et également la proximité d'un transit accru. Et en regardant les données, où est-ce qu'on peut regarder au niveau de la planification, en regardant les cartes, très simplement, comment pouvons-nous identifier les parcours qui sont empruntés dans des régions très denses par des camionnettes et arriver à créer un inventaire. Au niveau également des ports ou bien des aéroports, il y a un besoin, il y a également un gros trafic au niveau des camions. Et comment nous pouvons utiliser les nouveaux outils, les outils de planification au niveau des cartes pour vraiment pouvoir réaliser de manière très concrète les besoins et les priorités au niveau de la distribution des investissements pour pouvoir maximiser l'efficacité du projet. Donc il s'agit, nous sommes actuellement en train de travailler sur la création de ces cartes et c'est vrai que ça fera la partie du plan final d'arriver à utiliser ces données pour faire ça. Et je dois souligner que nous avons fait un travail avec l'Institut de l'air propre du Massachusetts. Et effectivement, c'est avec certains interlocuteurs spécialisés dans les véhicules propres. Et donc, CalStar a dépensé beaucoup d'argent pour obtenir une base de données commerciale pour comprendre où étaient localisés les véhicules utilitaires en particulier, et nous avons pu voir exactement à travers l'État de Massachusetts où étaient localisés ces étaient. Vous pouvez bien sûr partager votre écran si vous voulez, afin que nous puissions voir les données dont vous disposez.
Alors, est-ce que vous pouvez voir cette carte? Voilà, donc si vous le mettez en mode présentation, en bas à droite, à côté de vous pourrez le mettre en plein écran. Voilà, vous avez réussi, donc on peut voir la carte en grand. Donc nous avons vraiment, ce genre de données est extrêmement crucial, et même si c'est confidentiel, nous pouvons voir la densité des organisations et de leur flotte à travers l'État du Massachusetts, et nous pouvons la superposer avec les données du département fédéral, et nous pouvons ainsi prendre et identifier les endroits où il y a un besoin particulier et où sont concentrés les véhicules. Nous pouvons ensuite utiliser cet outil pour identifier les endroits où il y a un taux particulièrement élevé d'émissions. Donc, vous pouvez voir ce type d'analyse et vous pouvez voir en violet où il y a peu de firmes et en jaune beaucoup plus. Donc, je vous donne un petit peu un avant-goût de ce que des données avec lesquelles nous travaillons. Donc, y a-t-il des commentaires de la part du conseil? Nous aurons des opportunités de partager plus d'informations à l'avenir de la part du public. Donc, s'il vous plaît, Jonathan, si vous pouvez rester avec nous. Oui, merci. Je voudrais juste remercier le sous-secrétaire Powell, particulièrement le département d'énergie, parce que ce sont les gourous qui nous aident à prendre les bonnes décisions. Ce sont les experts qui nous poussent et qui vraiment nous encouragent. Et donc, j'aimerais surtout les remercier. Également le sous-secrétaire Powell, Crystal Johnson. Et ce sont les gens qui nous aident à, encore une fois, penser mieux sur ces sujets, en gardant toujours les communautés qui en ont le plus besoin à l'esprit. Donc, merci pour votre soutien et votre aide. Merci Jonathan et Diana. Donc, je pense que nous pouvons faire quelques annonces. Donc, au niveau de la discussion du climat et de la réduction de la pollution, donc, il y a le deuxième jeudi de chaque mois au mois de mars, nous aurons un autre meeting à Worcester et j'espère qu'il sera possible. Ce sera également un meeting hybride, celui-ci évidemment uniquement un meeting virtuel parce qu'il n'y avait pas énormément de temps pour tout régler au niveau logistique. Mais le prochain meeting sera un meeting, donc le numéro 14, qui sera hybride, c'est-à-dire en présentiel et en distanciel en même temps à Worcester. Les membres du conseil sont absolument chaudement invités à participer, et ainsi que nos membres du conseil. Nous avons invité le département de la protection environnementale de nous rejoindre et qui vont bientôt sortir leurs nouvelles mesures. Ils vont bientôt présenter leurs nouvelles mesures environnementales et donc elles seront avec un peu de chance publiques et ça nous permettra d'aborder ce meeting en connaissance de cause avec des informations mises à jour. Je n'ai pas d'autres annonces à faire à l'heure actuelle. Avez-vous quelques questions, membres du conseil? N'hésitez pas à vous manifester. Donc, nous pouvons maintenant passer à la deuxième section de la section questions et réponses, où, membres du conseil, s'il vous plaît, aidez-nous à faciliter afin que puisse, le public puisse maintenant lever la main et le conseil va vous donner la possibilité de vous présenter et vous pouvez soit faire de vive voix ou bien en utilisant le chat, la fenêtre, et nous allons prendre les questions à mesure qu'elles arrivent et définitivement celles que nous pouvons adresser. Donc n'hésitez pas, c'est maintenant au tour du public de se manifester. Donc
c'est à votre, je vous passe la main. Julia Thomas a levé la main. Julia, vous devriez pouvoir parler. Bonjour, nous pouvons vous entendre. Donc, je vais lire rapidement ce que j'ai écrit. Il y a quelques paragraphes. Je m'appelle Julia Thomas et je suis co-directrice du Berkshire et je suis un groupe de justice environnementale dans les Berkshires. Merci énormément pour cette présentation très informative. Jonathan, vous avez dit que vous aviez des plans au niveau de la planification des Berkshires, pour les Berkshires, et ma compréhension, c'est que il n'y a plus de ressources financières au niveau environnemental. Et donc, nous avons une grosse crise environnementale dans nos communautés les plus démunies dans la région des Berkshires. Et c'est vrai que nous avons un taux lié au changement climatique qui est important. Et donc, au niveau de l'État, nous sommes particulièrement intéressés de savoir, en ce qui concerne les taux dans la rivière avoisinante, et comme vous le savez peut-être, en 2020, il y a eu un accord entre les différents partenaires, dont l'Agence gouvernementale environnementale, mais il n'y a pas eu d'apport de la communauté en ce qui concerne les contaminants dans les villes des Berkshires. Et donc, est-ce qu'il y a une technologie de médiation? Donc, est-ce que en ce qui concerne les efforts de General Electric pour être en relation avec l'État, est-ce qu'il y a des efforts pour aider les gens qui sont en ce moment sous un énorme stress pour nous essayons de savoir quels vont être les efforts des autorités en termes de responsabilité des agences environnementales, quels sont les efforts qui vont être faits pour les régions où on a trouvé des problèmes de pollution au niveau des rivières. Il y a des outils de détection de problèmes environnementaux qui sont extrêmement importants pour notre région. Mais la région Housatonic, à Pittsfield, est en danger et également des problèmes de disparité de revenus qui exacerbent les besoins et les problèmes, particulièrement dans la ville de Lenox. Et donc, il y a énormément de communautés qui voient des problèmes très importants et nous avons besoin de votre aide. Et j'aimerais savoir quelle est votre position afin de pouvoir travailler avec l'agence fédérale gouvernementale pour réduire l'impact de afin de pouvoir, de manière adéquate, aider les communautés les plus impactées. Que comptez-vous faire? Merci. Merci, Julien. Merci pour votre commentaire. Merci pour l'opportunité de me manifester. Donc, nous allons prendre d'abord toutes les questions avant de répondre, mais j'aimerais définitivement, clairement répondre après. Y a-t-il d'autres questions? Non. Il y a quelques questions dans la boîte qui m'intéressent. David Dow a posé plusieurs questions en disant qu'il avait... Donc, il a dit qu'il a des soucis au niveau du coût élevé pour enlever une pollution appelée N qui est en train de polluer les côtes ainsi que les fosses septiques et les structures de dépollution. Un autre commentaire est de dire à Cape Cod, nous avons une subvention
pour les seniors, pour aider les seniors pour les gens qui ne peuvent pas voyager. Et ensuite, il y a un autre commentaire de la part de Carole Valandry. Je n'ai pas vu beaucoup de travail fait pour la communauté de Bedford, qui est une zone très importante. Ensuite, David Dow a une autre question. Il y a Yearling Meadows, où je vis, qui est en fait énormément de problèmes au niveau de la structure du réseau électrique. Est-ce que, à cause des rues, à cause des grands travaux, est-ce que ces fonds pourraient être utilisés pour améliorer ces structures? Ensuite, il y a un autre commentaire de la part de David Dow. Connecter les réseaux éoliens sont un énorme challenge pour la région de Cape Cod. Ensuite, Angela Panaccione dit: c'est mon premier meeting, je suis curieuse de savoir si les véhicules de biodiesel sont également pris en compte ou bien seulement des véhicules électriques. Il y a la plupart des grandes agences de transport, départements de transport sont diesel, comme par exemple les éboueurs ou non pas les éboueurs, donc la conversion en biodiesel devrait être une alternative meilleure que l'électrification. Ensuite, David Dow commentait que le collaboratif de Cape Cod a une initiative qui convertit les dialogues, qui convertit l'action. Ensuite, il y a un commentaire anonyme qui dit: quelles sont les entités, par exemple publiques ou bien à but caritatif ou privé, qui sont éligibles pour pouvoir s'inscrire aux subventions CPRG? Donc, quels sont les types de compagnies qui puissent… Ensuite, j'aimerais nous rappeler, afin que, s'il vous plaît, les interprètes puissent tenir le choc. Donc, Jonathan, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous aimeriez développer après le meeting, mais par rapport à la question sur les Berkshires, qui est une région, donc par rapport à la question sur les Berkshires, de nouveau, nous pouvons peut-être en parler après le meeting, mais Jonathan peut également et est heureux. Et Julia, je passe énormément de temps, j'ai passé énormément de temps à Sheffield, sur les bords de cette rivière où mes enfants nagent et nous faisons du canoë. Donc, je suis absolument au courant des problèmes créés par l'entreprise General Electric à cet endroit. Et j'aimerais juste vous rappeler que ma conversation au sujet des Berkshires à voir avec les applications CPRG est principalement sur les opportunités de réduction de gaz à effet de serre. Le secteur de l'immobilier, du mobilier, de la construction, des BTP, des bâtiments et travaux publics ont besoin de plus de supervision et même plus que ce que nous recommandons. Donc voilà ma réponse à vos questions sur ce sujet en particulier. Ensuite, j'ai deux rapides questions. Et ensuite, pour adresser la question sur le diesel. Oui, pardon, j'essaye de parler doucement et je ne veux pas que les gens se fassent une mauvaise idée. Ma tendance naturelle est de parler rapidement. À New Bedford, nous savons qu'il y a des problèmes de justice environnementale et effectivement, nous sommes en train de développer des initiatives. Et il y a vraiment une différence très particulière. Et comme tout le monde est au courant, le Commonwealth du Massachusetts
a une définition très large de la justice environnement qui inclut par exemple la langue. Le gouvernement fédéral est beaucoup plus restreint dans sa vision de justice environnementale. Donc, afin de pouvoir vraiment pouvoir faire des initiatives qui sont comparables, nous sommes forcés d'utiliser les dénominations utilisées par le gouvernement fédéral. Mais ce n'est pas nécessairement de notre responsabilité. Voilà, donc les analyses que nous devons couvrir ne sont pas prises en compte nécessairement par le gouvernement fédéral. Mais par contre, en ligne, nous avons notre plan d'action qui a été posté et il y a un addendum avec toutes les mesures qui peuvent être qualificatives. Et c'est vrai qu'avec les municipalités qui sont concernées, il y a une liste complète et vous pouvez également, si vous googlez massachusetts.cprg.ccap, vous pouvez également nous contacter pour plus de détails. Enfin, aussi, j'ai la dernière question. Les municipalités, les agences et les autorités de planning régional ou bien les agences étatiques au niveau de l'État, du Massachusetts, ou les organisations quasi publiques, donc par exemple Massachusetts Housing, Massachusetts CBC, ce sont les entités qui peuvent définitivement soumettre leurs demandes. Ma compréhension de ce sujet, c'est que il y a la ville de Boston, la ville de Lowell, ainsi que la ville de Lawrence, afin de pouvoir postuler pour ces fonds fédéraux. La région, le planning, le conseil de la région du Massachusetts central va également soumettre une application au niveau du compost et également la région du sud-est ne sait pas exactement la nature de son application, de sa soumission à l'heure actuelle. Et il y a également beaucoup d'efforts au niveau de la forestation et au niveau de l'électrification des immeubles municipaux, ainsi que le conseil de gouvernement. Au niveau de la I-91 du nord de l'État. Et ensuite, il y a 3 soumissions dont nous avons parlé. C'est ce dont je suis au courant aujourd'hui, mais évidemment, les gens ne sont pas forcés de me faire part de leur projet. Donc, j'ai mis dans le chat le lien dont Jonathan parlait. Donc, n'hésitez pas. C'est évidemment un lien direct à notre site internet si vous voulez plus d'informations. Et ensuite, merci pour la question au niveau de Nouveau Bedford. Donc, effectivement, j'ai regardé la carte et il y avait 21 zones à New Bedford qui sont concernées dans cette liste, qui sont vues comme des communautés défavorisées et que donc, c'est vrai que la carte était un peu petite. Nous essaierons de créer un outil un peu plus grand afin de pouvoir voir mieux les communautés en question. Merci beaucoup, Jonathan et Diana. Merci, sous-secrétaire. C'est vrai que bientôt, les interprètes, à partir de la demi, vont nous quitter. Et donc, je voudrais juste ajourner ce meeting. Donc, y a-t-il des questions de la part du conseil, des membres, par rapport à la synergie ou n'importe quel autre sujet? N'hésitez pas à vous manifester maintenant. Formidable. Merci beaucoup. Nous vous verrons le 2e jeudi du mois en mars, c'est-à-dire le 14 mars, le jeudi 14 mars, à Worcester, mais nous vous enverrons des détails très bientôt. Et merci 1000 fois
d'avoir rejoint notre meeting. Merci à Jonathan et à Diane. Et merci à tout le monde de nous avoir rejoints. Merci beaucoup.